Pourquoi les œuvres des peintres naïfs nous semblent-elles si familières? Peut-être est-ce dû à leur représentation de la nature, à sa place dans l'imaginaire, mais aussi à la réalité de la vie moderne. Des œuvres qui semblent résonner en écho prémonitoire quant à la fragilité du monde végétal et animal. En 1910, Henri Rousseau peint Le Rêve, une œuvre majeure qui intégrera les collections du Musée d'art moderne de New York. Le décor, témoin dans sa flore tropicale des visites assidues du peintre au Muséum d'histoire naturelle, sert ici de cadre à un monde figé, irréel, que ce soit par la représentation de la famille telle Ève au jardin d'Éden, mais allongée sur un sofa, par celle du musicien à la présence anachronique, ou encore par le regard hypnotisé des lionnes, plus empaillées que vivantes. Un rêve qui renvoie à un exotisme fantasmé, aux images presque caricaturales. Aujourd'hui, c'est bien dans les grandes villes et métropoles que l'Éden se réfugie, dans les serres des jardins botaniques et des parcs zoologiques, où les espèces végétales et animales ne créent plus les destructions programmées de leur biotope naturel. À Paris, la serre monumentale du parc zoologique accueille les viveurs en quête de dépaysement à la manière d'Henri Rousseau, mais aussi les scientifiques comme Marc Janson, botaniste palmologue, directeur de l'herbier du Muséum d'histoire naturelle. Pour moi, être ici, dans un environnement tropical, un peu reconstitué, un peu artificiel, c'est quand même toujours très porteur de sensations et des émotions de la première découverte des milieux tropicaux. D'abord, c'est excessivement sensoriel, puisqu'on retrouve bien sûr ici ces ambiances humides, sombres, avec une extrême richesse en forme végétale, en couleurs, d'architecture bien spécifique à la végétation tropicale et à son exubérance. On retrouve aussi bien sûr tous les animaux qui viennent contribuer, participer à ce grand concert tropical, les singes, les oiseaux. Et puis on retrouve aussi un rapport d'échelle qui est assez extraordinaire et qui évoque pour moi beaucoup l'enfance. C'est toute cette nature qui, lorsqu'on a 2 ans, 3 ans et qu'on se promène sur les sentiers dans la campagne française, on est complètement dépassé par certaines graminées. Et c'est véritablement ce rapport d'échelle propre à l'enfance que l'on retrouve lorsque l'on découvre les tropiques. Symbole de l'exotisme tropical cher au peintre naïf, le palmier impose sa silhouette reconnaissable entre toutes, comme ici chez William. Au sujet des palmes, Alain Hervé écrivait en 2009 dans Fou de plantes, ça sent les détours, les replis, l'ombre, la fragilité, l'audace de la reproduction. C'est au cœur de l'herbier du Muséum d'histoire naturelle, dans ce temple de la diversité végétale mondiale et de la mémoire des espèces disparues, que Marc Janson est présent. Ce qui est, je crois, très poétique et très fort dans l'existence même de ces herbiers, c'est qu'on a véritablement une représentation d'une plante donnée, en l'occurrence ce palmier, et donc de ce palmier d'Oum qu'a rencontré Auguste Chevalier, ne reste que cette feuille qui a été montée, pliée, attachée, on en perçoit toutes les caractéristiques, avec les épines noires, épaisses qui vont courir le long du pétiole, les folioles qui ont été arrangées, pliées, mais c'est pour la partie végétative, pour la partie feuillage. Et pour la partie sexuelle, là on a véritablement un montage, et c'est vrai que souvent dans ces herbiers, on retrouve également des pilosités particulières, des odeurs particulières. Et en quelque sorte, malgré le séchage et malgré la fragmentation et la transformation de ce matériel végétal, eh bien on retrouve toute la beauté, toute la structure et toutes les sensorialités de la plante vivante. Comment ne pas penser à un herbier fantastique devant les feuilles du diapré, peintes en 1929 par Séraphine Louis, avec leurs détails de folioles, aux nerveuses étincelantes et aux contours recouverts de toiles accrochées à l'huile. Loin du muséum et de ses serres, loin de la luxuriance des tableaux de Séraphine Louis, l'aridité de la ville moderne s'impose. Au cours des années 1920, René Rimbert peint l'affiche rose, un coin de ville dénaturé, où vu de profil, un homme marche la tête baissée, immigré dont la sombre silhouette contredit les images colorées d'un Orient lointain et dévêtu.
Autre tableau révélateur. En 1931, le peintre propose une vue de la rue Pape-Carpentier, telle une jungle, mais celle-ci aux sentiers d'asphalte et aux falaises de béton, dont l'unique décor consiste en strates d'affiches à moitié arrachées et en traces d'appartements sur le mur restant d'un immeuble démoli. Message d'une époque à une autre. Depuis près de 3 décennies, les murs végétaux conçus par le botaniste Patrick Blanc animent le béton urbain d'une vie luxuriante, inattendue, aux accents tropicaux dont le piéton s'attend presque à entendre chanter les oiseaux exotiques dans les champs. Comme Henri Rousseau posait ses couleurs, une à une, en aplat, sur ces jungles oniriques, Patrick Blanc pose ses plantes, en tableaux aux mesures devenues vertigineuses et dont la toile de quelques millimètres d'épaisseur permet à leurs racines de s'accrocher et de se nourrir. Étant botaniste, l'avantage c'est que je connais quand même pas mal de plantes, donc je n'ai pas grande difficulté finalement à créer ma palette d'espèces que je vais être capable d'installer sur un mur végétal. Alors, un mur végétal, il faut savoir évidemment qu'au sommet, il y a plus, surtout quand on est en ville, au sommet il y a beaucoup plus de lumière, plus de vent, plus de différence de température entre le jour et la nuit. Alors qu'au fur et à mesure qu'on descend, on arrive plus ou moins dans un canyon. Donc je crée une palette déjà par zone biologique, puisque quand même l'important c'est que les plantes vivent et se plaisent pendant des années. Donc à partir de là, une fois que j'ai créé ces zones, c'est là où l'approche botanique et biologique fait place à une approche plus artistique. Parce que à partir de là, sur mes 100 espèces du haut, il faut que je vois comment je vais mêler toutes ces espèces en fonction des morphologies des feuilles, en fonction du fait qu'elles absorbent la lumière ou qu'elles la réfléchissent si elles sont brillantes. Les gammes de vert, c'est inimaginable, il n'y a pas 2 verres de feuilles qui soient identiques. Celles qui ont parfois des toiles, aussi qui donnent un aspect argenté. Et donc, voilà, le travail ultime et passionnant, c'est d'essayer de créer l'harmonie de l'instant de création et surtout des années qui vont passer après. D'ailleurs, dans son tableau Ours dans la forêt de 1925, André Beauchamp semble préfigurer un mur végétal en appui d'un cours d'eau. Mais déjà, si la végétation et la présence des animaux sauvages évoquent toujours l'exotisme de la jungle, celle-ci a quitté les tropiques pour gagner des latitudes plus familières. Il en est de même pour le combat de sangliers sous la pleine lune, où Ferdinand Desnos transpose une forme d'exotisme luxuriant à une forêt de Touraine, où le foisonnement de la végétation, transcendé par l'éclat de la lune, sert de décor à une scène de la vie sauvage. Comme si, dorénavant, la nature devait se cacher du regard des humains. Désormais encadrée, voire acclimatée, l'idée de l'exotisme s'exprime en ville avec la profusion d'arbres et de fleurs venus pour la plupart de contrées lointaines. Cet exotisme urbain anime autant les jardins publics et ceux du Sacré-Cœur, peints par Louis Vivin, que les jardins pavillonnaires, à l'image du bateau-portrait d'André Beauchamp, qui, se souvenant de son passé de pépiniériste, pose devant un extravagant parterre où dominent des dahlias aux origines mexicaines. Gaston Bachelard écrivait en 1942 dans L'eau et les rêves: pour certains rêveurs, l'eau est le mouvement nouveau qui nous invite au voyage jamais fait. Ce départ matérialisé nous enlève la matière de la terre. Ici, Dominique Perronnet semble vouloir identifier par le mur flottant une ligne de démarcation entre eau dormante et immensité mouvementée, entre ici et ailleurs, là où commence le voyage. Le voyage sur l'océan, car c'est par lui que tout est arrivé, les plantes bien sûr, mais surtout cet imaginaire haut en couleur qui n'a cessé d'animer les rêveries des mondes naïfs et de générations d'artistes
d'écrivains et de scientifiques, comme l'artiste finlandais Antti Lehtinen, qui en 2008 embarque à bord d'une minuscule île, voguant sur les flots, avec pour pavillon symbolique un palmier exotique. Ah bon?